Salut à tous, bienvenue dans ce 40e live sur Bubble où j'ai le plaisir d'accueillir Michael qui vient échanger avec vous autour de son nouvel album Harlem publié chez Dargo, un premier volume d'un diptyque qui arrive demain en librairie. Bienvenue Michael. Salut, bienvenue à vous dans mon atelier à Québec, au Canada. Merci de nous recevoir. Je rappelle que c'est une interview interactive, vous pouvez lui poser toutes vos questions sur la BD Harlem bien sûr, mais aussi sur ses livres précédents en général. On va parler du livre ensemble pendant 1 heure, mais je vais en dire quelques mots pour présenter l'album en introduction, avant de passer à vos questions. Alors Harlem, c'est la troisième trilogie new-yorkaise de Michael, après 2 tomes de Giant et 2 tomes de Boot Black. C'est un tome 1 sur 2 qui s'ouvre sur un moment de la vie de Queenie, ou Stephanie Sinclair, la reine d'Harlem. Chef de gang haute en couleur, elle règne sur un empire clandestin, une loterie populaire que lui envient d'autres mafias, voire même la police corrompue. En tout cas, on croise le Harlem populaire et le Harlem des nantis, celui des clubs de jazz qui attire bien au-delà du quartier, celui des marges, celui des médias. Aux côtés de Queenie, on a un entourage complexe, un homme de main à la fois conseiller et amant, des amis qui ont des secrets, un encombrant journaliste qui croit bien faire, et des bookmakers émérites. Et sans oublier les ennemis coriaces. Et pour lancer la conversation, j'aimerais te demander, Michael, est-ce que ce troisième diptyque était prévu de longue date? Est-ce que tu peux parler un peu de ce cycle américain avant qu'on revienne sur Harlem précisément? Effectivement, dès la première fois où je suis allé voir Dargo avec mon dossier de Giant, j'avais en arrière de ça toute une série d'histoires sur New York, dont Giant était en fait la première. Mais très vite, pendant la réalisation des premières planches de Giant chez Dargo, avec mon éditeur Yves Schlierf et Valérie Boniste, eh bien, on a discuté un petit peu de la suite et moi, je leur ai présenté un peu le reste de l'univers, notamment avec une histoire de serrure de chaussures, et puis aussi l'envie d'explorer le quartier nord de Manhattan, de Harlem. Et c'est même, comme j'ai toujours un coup d'avance, voire deux, par rapport à l'album que je suis en train de réaliser et l'album que j'écris. C'est-à-dire que quand je terminais en 2018, je terminais les pages du tome 2 de Giant. Mhm. J'avais bouclé mon scénario complet des 2 tomes de Boot Black et je commençais à me renseigner un petit peu sur Harlem dès ce moment-là. Donc ça remonte un petit peu à quelques années tout ça. Et pour ces 2 premiers, on croisait des anonymes, enfin en tout cas des personnages de fiction. Là, on a affaire à une figure historique, même si l'album c'est aussi une fiction. Pourquoi ce changement, pourquoi ce glissement? Au départ, j'étais parti sur un personnage fictif que je voulais inventer dans le milieu c'était dans la Harlem Renaissance, cette renaissance culturelle de la culture afro-américaine, et j'étais parti sur une femme dans le milieu du théâtre et du cinéma. Et puis, en faisant mes recherches sur Harlem, je suis tombé sur la loterie clandestine. La loterie clandestine créée par Casper Holstein et qui dit la loterie clandestine dit tout de suite le personnage de Stéphanie Sinclair qui a tenu de manmettre ce business illicite dans les années 20 puis 30. Et ce personnage-là, ben, c'est tout ce que j'ai. Enfin, il était plus grand que nature et j'ai pas pu faire autrement de dire déjà il était très peu connu. Mhm. Il n'y avait eu que le roman de Raphaël Confiant de sortie en 2015 et puis une autre biographie par Shirley Stewart en 2014. Et on la voyait aussi, c'est Madame Sinclair, on l'a vu dans le film Cotton Club dans les années 80 et également dans Hoodlum, un autre film qui se passe aussi à Harlem dans les années 90. Donc c'était un personnage inconnu pour moi, très peu connu du grand public aussi, et donc j'ai voulu faire aussi ma part pour essayer de remettre ce personnage-là au devant de l'histoire, car c'est vraiment un personnage complètement oublié, et je me suis servi d'elle pour raconter mon histoire, mais surtout pour lui rendre hommage à elle, pour qu'elle soit connue d'un plus grand nombre. Et du coup, dans l'album, tu as créé un dispositif avec le journaliste, donc le personnage du journaliste, dont on peut lire la prose en voix off dans les cartouches. Est-ce que c'était pour mieux traiter les différents aspects de ce personnage historique, c'est-à-dire, comme on a un personnage de multidimension qui a une existence propre, est-ce que ce dispositif vient de là?
En fait, ce journaliste, c'est un petit peu moi. C'est un journaliste, c'est un des seuls blancs vraiment de l'histoire, et c'est un petit peu moi qui m'immisce dans le monde de Harlem. Et en découvrant Harlem, je découvre ce personnage de Stéphanie Sinclair, et j'ai envie d'en faire partager les lecteurs. Donc en fait, ce personnage du reporter, c'est également le voisin de Giant que l'on retrouve quelques années plus tard dans l'histoire de Giant. Et on le voit, il est complètement déprimé, il a sombré dans l'alcool, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et en fait, dans Harlem, bien, on va voir ce qui s'est passé pour qu'il sombre dans l'alcool, pour qu'il en arrive là dans Giant. Donc c'est aussi finir c'est un petit peu boucler la boucle, de revenir sur les personnages que j'ai créés dans ma première histoire. Et c'est aussi pour amener le pendant entre la fiction et la réalité, puisque mon histoire n'est pas une biographie, c'est une fiction librement inspirée de la vie de Stéphanie Sinclair, et qui mêle effectivement des personnages fictifs avec des personnages réels, tout comme il y a des faits historiques réels avec des faits historiques que j'ai créés de toutes pièces. Donc c'était important pour moi d'amener ce personnage du journaliste pour présenter le quartier et le personnage de Stéphanie Sinclair. Et du coup, ce personnage de journaliste, donc comme tu le disais, il est présent dans Giant, c'est un des personnages de l'histoire. Tu avais déjà anticipé ce jeu-là, donc tu avais créé ton propre multivers d'avance, c'est ça? Euh, Plus ou moins, c'est-à-dire que comme tous les personnages, aussi bien les personnages principaux que secondaires dans mes histoires, voire même tertiaires, je leur écris toujours une petite biographie. Donc moi, je sais de quel milieu ils vivent, euh, quelle est leur enfance, quel est leur milieu socio-culturel, et ce qui fait que c'est des personnages assez riches dont je peux aller me servir après pour une autre histoire. Le fait de créer comme ça un monde cohérent avec des personnes, des personnages qui ont un véritable background, une véritable vie intérieure, un véritable passé, ben, ça me permet comme ça de les faire naviguer d'une histoire à l'autre, puisque Manhattan, c'est ça, c'est un grand carrefour de rencontres de personnes. Moi-même, à chaque fois que je vais à Manhattan, c'est incroyable parce qu'à chaque fois, je tombe sur des gens que je connais, soit des voisins de quartier, soit des gens que j'ai pas revus, qui étaient d'Europe. Enfin, donc, c'est vraiment le truc incroyable qui m'arrive à chaque fois. Donc, je me dis, bah, c'est ça, Manhattan, on se croise. Je m'étais beaucoup inspiré du roman Manhattan Transfer de John Dos Passos pour, m'imprégner de l'univers de Manhattan en écrivant Giant. Et ce roman-là, Manhattan Transfer, c'est exactement ça. C'est des croisements de personnes au détour d'un quartier, dans un commerce, et puis ces vagues incessantes de monde sur cette île, ce petit bout de terre, mais est très, très, très densément peuplé. Ouais, très riche. Et du coup, comment ça se fait que tu as eu l'envie comme ça d'explorer différents quartiers, en tout cas d'en faire au moins plusieurs albums autour de cette ville? Le fil rouge au départ, c'est que Harlem, c'est le personnage, pas Harlem, pardon, New York, c'est le personnage principal de mes histoires. Ensuite, comment expliquer ça? En fait, je pars de la ville et après je montre en fait les gens qui y vivent, les petites gens qui y vivent, qui essayent de vivre leur rêve américain. Je suis moi-même immigrant au Canada. Je viens de France, j'ai habité aux Antilles. Maintenant, je suis franco-canadien. Donc, parler de l'immigration, parler de ces gens qui débarquent dans cette ville monstre et qui essayent de se réinventer puis de vivre un peu leur rêve américain. C'est ça l'idée de départ, en fait. Et je me souviens plus trop de ta question au départ, en fait, mais bon. Oui, c'était pourquoi New York spécialement, pourquoi lui consacrer plusieurs albums, plusieurs mini-séries comme ça? Oui, bah, et puis New York a ce côté universel que n'ont pas d'autres villes. New York de l'Occident et dans le monde entier, c'est une ville que tout le monde connaît. Et toutes les ethnies, les religions sont représentées, on parle toutes les langues. Donc c'est un monde fractal, en fait, condensé sur l'île de Manhattan.
Et je reviens au personnage donc de Queenie. On a vu donc il y avait donc la bande dessinée qui racontait une partie de son histoire. Il y a le dispositif du journaliste, mais il y a un autre dispositif. Il y a des flashbacks muets où on suit son périple, où elle fuit son île natale pour venir aux USA. Est-ce que là aussi le côté muet correspondait à un dispositif pour toi pour avoir plus de liberté par rapport à la réalité, ou au contraire c'était pour donner des éléments de biographie sans trop charger l'histoire? C'était pour amener une rupture déjà par rapport au récit principal. C'est pour ça que la couleur est différente, le traitement de la couleur est différent. Et puis l'absence de dialogue, faut bien voir que le dialogue c'est un outil narratif au même titre que la couleur, que le cadrage, que la façon d'ancrer. Donc on peut très bien s'en passer pour raconter l'histoire. Il y a eu des films muets hein, sans dialogue, donc on peut très bien raconter une histoire sans dialogue. Et j'avais besoin qui dit absence de dialogue, donc l'image parle d'elle-même, mais en même temps, ces flashbacks, je les ai volontairement très ellipsés dans mes cases pour que le lecteur comble les vides, puisse lui-même se raconter sa propre histoire entre les cases, et ce qui permet au lecteur ainsi de plus s'impliquer et de plus embarquer dans l'histoire. Et puis, ce sont des flashbacks, effectivement, qui racontent sa jeunesse aux Antilles, mais aussi son arrivée à New York, aussi avant qu'elle devienne Madame Queen, ou Queenie pour la mafia blanche, donc qu'elle devienne la reine de la loterie clandestine à Harlem. Et c'est vrai que ces séances de flashback étaient vraiment nécessaires. Et en plus, c'est un cadeau que pour le lecteur parce que les personnages de l'histoire, eux, ne connaissent pas forcément exactement tout son parcours avant. Il y a son ami Tilly qui en sait un petit peu, mais pas trop. Et Bob, qui voudrait bien, Bob le journaliste, Robert Bishop, lui aimerait bien en connaître plus pour écrire sur elle, mais lui n'a pas accès à ces séances de flashback. Donc c'est vraiment un petit cadeau que pour le lecteur, comme ça, pour donner de la richesse également au personnage de Stéphanie Sinclair, et aussi pour voir comment elle en est arrivée à se créer ce personnage froid, intransigeant, de reine de la loterie de Harlem. On en apprend un petit peu dans le tome 1, mais c'est surtout avec le dernier flashback du tome 2 qu'on va comprendre comment elle en est arrivée à se créer cette carapace qui lui permet d'exister et d'avoir pu vivre son rêve américain. Et oui, il y a une très belle scène aussi, sans trop faire de spoiler, mais où elle fait une soirée en dehors de sa fonction, en fait, on va dire. Elle sort de sa fonction pour passer un moment à elle. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose que tu as inventé, ou c'est inspiré aussi de sa biographie? En fait, il y a très peu d'écrits réels du moment du temps où elle vivait, Stéphanie Sinclair, puisqu'en en plus, elle s'est rangée dans les fins des années 30, donc et elle est morte de vieillesse, elle est morte de vieillesse en 1969, il me semble. Donc loin des guerres de gangs, et de ce fait-là, on n'a pas grand-chose sur elle. Même le livre de Raphaël Confiant ou la biographie de Charles Stewart, même s'ils ont fait un certain travail de recherche, ça reste assez romancé. Donc, on est quand même libre pour essayer de créer une histoire autour d'elle. Mais surtout, comme je disais tout à l'heure, c'était surtout pour lui rendre hommage. Donc, en, en voyant ses photos, en connaissant un petit peu quand même les grandes lignes de sa vie, en connaissant son passé un petit peu d'afro-caribéenne aux Antilles, on s'imagine aisément enfin, quelle aurait pu être sa vie. Et j'ai encore oublié, je crois, le fil de la question. Je suis désolé. Non, non, c'était ça, c'était... est-ce que tu avais inventé cette séquence où on la voit un peu plus libre en dehors de sa casquette de gangster ou des choses comme ça? Voilà, c'est ça. Puisqu'elle, pour moi, cette femme a dû se créer une carapace, une armure pour pouvoir exister en tant que femme afro-caribéenne et immigrante. Je veux dire, elle partait déjà avec 3 prises contre elle hein, pour Hmm. réussir dans un monde d'hommes blancs. Alors,
dans son histoire, elle s'est construite au fur et à mesure de sa vie. C'est ça, ce personnage de Madame Queen. Mais de temps en temps, elle a besoin de se retrouver avec elle-même, de retrouver ses racines antillaises, martiniquaises, puisqu'elle danse comme on danse dans les bélés, qui est une danse traditionnelle antillaise. Donc, c'est pour lui donner plus de richesse, pour lui donner vraiment une vie intérieure que j'ai créé cette séquence-là où effectivement elle laisse tomber le masque de Madame Queen pour redevenir tout simplement Stéphanie le temps d'une soirée, mais toujours uniquement avec ses amis, avec Tilly et Harriet, mais jamais devant les autres, devant les hommes. Elle ne montre jamais son vrai visage en fait. Et du coup, tu as déjà dévoilé la couverture du tome 2. J'imagine que tu les écris ensemble. Pourquoi proposer spécialement des diptyques alors que la tendance est plutôt à des gros albums, des albums épais? Parce que quand j'ai proposé à Dargo, Giant est sorti en 2017, mais il faut savoir que je l'ai proposé à Dargo en 2015. Ok. Et c'était une décision de mon éditeur de le faire en 2 tomes. Moi, au départ, c'était prévu en un seul tome d'une centaine de pages. Et puis, pour des décisions donc éditoriales, il m'a demandé de le faire en diptyque. Et puis ensuite, sur la collection de mon cycle new-yorkais, on a gardé ce principe du diptyque. Peut-être que si je le présentais maintenant, ben, ça sortirait en roman graphique, Mhm. parce que c'est plus dans l'air du temps, on va dire. Au début de l'album, tu indiques une série de références un peu biblio. Comment tu travailles en amont de l'album? Tu fais beaucoup de recherches. Bon, tu as parlé de romans, tu as parlé de films tout à l'heure. Donc tu te nourris beaucoup en fait en amont de chaque diptyque. Oui, ben de beaucoup de choses. Ça peut être des lectures, de témoignages d'époque, ça peut être des romans d'époque. J'ai lu pas mal de romans de James Baldwin aussi pour Harlem. C'est des recherches sur Internet, c'est surtout aussi et beaucoup des recherches sur place. Donc je me rends à New York plusieurs fois pour aller dans les musées, pour m'imprégner de la vie du quartier. Harlem, c'était indispensable d'aller sur place, de traîner dans les librairies, de traîner dans les musées euh, d'aller voir l'appartement où habitait Stéphanie Sinclair, qui est sur les hauteurs de Harlem, donc qui domine vraiment ce qu'on appelait la vallée, donc le centre central Harlem. Et elle habitait vraiment dans sa tour d'ivoire avec toute l'intelligentsia afro-américaine de l'époque. Et donc je me rends beaucoup sur place et ça m'aide énormément pour recréer ces ambiances d'époque. Moi-même habitant aux Antilles, j'ai retrouvé certains styles de vie qu'on sent de la communauté afro-américaine et afro-caribéenne qui se retrouvent dans Harlem parce qu'il y a eu beaucoup d'immigration venant des Antilles, des petites et des grandes Antilles à Harlem. Donc on retrouve cette villa, puis avec les salons de coiffure pour femmes, avec les barbiers pour hommes. Donc tout ça, c'est très important dans la culture afro-américaine. Et donc c'est très important de se rendre sur place. Donc je fais un petit mix de tout ça, je m'immerge vraiment dans, dans cette époque, dans ce quartier. Et puis après, par contre, la documentation, il ne faut pas en être esclave non plus. Donc il faut savoir s'en détacher parce qu'à chaque fois, ce sont vraiment des fictions que je présente et surtout des histoires humaines. Et je suis vraiment centré sur l'humain. Mais la ville étant un personnage, j'ai besoin de lui donner corps, de lui donner vie. Et ça doit passer par de la documentation. Mais depuis c'est ça, 2015 que je travaille sur New York, j'en ai tellement que bah, maintenant, ça devient de plus en plus naturel. Et à part pour 2, 3 publicités comme ça où je vais chercher vraiment des choses d'époque, je travaille plus trop maintenant avec les documentations, quoi. Un petit peu plus aussi comme pour Harlem parce que le quartier est un petit peu différent, mais si on regarde par exemple des prises de vue aussi bien du downtown Manhattan que de Harlem, moi je dessine le plan dont j'ai besoin pour raconter quelque chose. Et Donc du coup, je me libère beaucoup de ma documentation, même si effectivement j'en ai accumulé beaucoup au fil des ans. et du coup, parce que dans les premiers tirages de tes albums, on a des carnets de croquis qui sont ajoutés à l'album. Est-ce que en plus de ces repérages, c'est quelque chose que tu pratiquais beaucoup le carnet de croquis avant? Plus ou moins. Non.
pas trop trop. Je préfère prendre des photos et après retravailler d'après les photos. Je fais des croquis d'après les photos que j'ai faites sur place, parce que j'ai pas trop le temps de dessiner, puis je suis pas un dessinateur tout terrain. Moi, j'ai besoin de mon petit confort. Je suis pas non plus un dessinateur compulsif qui a besoin de dessiner tout le temps. Moi, je dessine pour raconter des histoires, donc quand j'ai rien à raconter, je dessine pas en fait, tout simplement. Donc non, je travaille surtout d'après photo. Et au niveau justement de comment tu travailles à la tablette graphique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu travailles? Parce que tes albums ont un rendu très ancré, on pourrait dire presque traditionnel pour du numérique. Mais c'était le but en fait dès le départ. Moi, quand j'ai commencé la bande dessinée, j'étais en traditionnel, il y a plus de 20 ans de ça. Puis on m'avait dit en montrant mes pages que j'avais un très très mauvais ancrage. Donc j'ai arrêté d'ancrer, puis j'ai commencé à dessiner mes bandes dessinées jeunesse avec l'outil informatique. Donc l'outil informatique, c'est quelque chose que j'utilise depuis 20 ans maintenant. Et quand on m'a proposé le scénario de Promise de Thierry Lamy, qui est 3 tomes parus chez Glénat, c'était adulte, et je voulais rester avec l'outil informatique parce que j'avais plus d'aisance avec ça que le traditionnel, mais je voulais vraiment un rendu ancrage dans la grande lignée des encreurs comme Mathieu Laufray, comme François Bouc, comme Ralph Meyer. Je parle pas du graphisme, mais je parle de l'ancrage. L'ancrage organique, l'ancrage presque un peu sale des fois avec des splatters d'encre, des taches d'encre comme ça. Et donc je me suis fait mes propres outils Photoshop parce que je dessine, j'encre et je mets en couleur sur Photoshop. Donc grâce à cette application, on peut régler les outils que l'on veut à l'infini en fonction le jet d'encre plus ou moins à la pression, à l'inclinaison, le grain du papier qui transparaît à travers l'encre. Donc comme ça, je me suis au fur et à mesure créé mes propres brosses. Mais en fait, j'en utilise que trois, hein. C'est la mine de plomb, le pinceau essuyé, puis le pinceau sec, en fait, le pinceau humide. Donc, le but étant toujours de montrer que c'est fait à la main, c'est artisanal en fait, qu'il faut que le dessin vive, il faut qu'on sente que le dessinateur y a passé du temps, et c'est pour ça aussi que j'utilise aucune règle. Même mes constructions de perspectives, je fais tout à la main, à la main levée, comme ça, je fais ma grille de perce comme ça, pour qu'on voit justement les petits tremblements, les petits défauts du trait. Mais, si je devais le faire à la traditionnelle, eh bien, il faudrait tout que je réapprenne à réutiliser un pinceau, une plume, etc. Et tu travailles aussi le storyboard directement sur tablette graphique ou tu le fais ça dans des carnets? Alors le storyboard, c'est la seule chose que je fais encore. Je vais vous montrer. Le storyboard, c'est la seule chose que je fais encore sur papier. Donc, je prends mon script et puis je griffonne encore. Je cherche la meilleure façon possible de raconter l'histoire, la meilleure mise en place, mise en page, l'architecture de la page. Et une fois que je suis satisfait de ça, ben, je le fais sur papier. Et après, je l'importe sur l'informatique. Mais c'est la seule étape que je fais vraiment à la main. Sinon, tout le reste, c'est sur l'outil informatique. Et au niveau de la couleur aussi, on a l'impression que tu utilises peut-être des textures. Comment tu la travailles, la couleur? Ben, toujours numériquement, mais j'utilise des filtres d'aquarelle. J'ai pris du papier aquarelle où j'ai mis juste des lavis à certains endroits des lavis de gris plus ou moins importants. Puis j'ai pris ça en photo et je me l'importe sur un calque que je mets par-dessus ma couleur. Et si j'enlève ce filtre-là, mais schtroumpf, hein, mais avec ce filtre-là, ben ça vient mettre du grain, ça vient mettre comme s'il y avait trop d'eau dans l'aquarelle, et toujours aussi dans le but de créer quelque chose fait à la main, qui soit pas froid, qui soit vivant et artisanal.
Et, mais comme j'ai un ancrage très, très, très marqué avec des gros aplats de noir, toute la lumière et la profondeur de champ est déjà faite avec l'ancrage. Donc la couleur, elle doit juste amener, c'est un petit jus de couleur comme ça très, très, très léger, elle doit juste amener un petit peu de narration supplémentaire. Hein. C'était, comme je disais tout à l'heure, c'est un outil narratif, mais elle ne doit pas être trop présente pour pas surcharger le dessin car mon ancrage est déjà bien présent. Et ça, justement, tu parlais tout à l'heure des flashbacks. La couleur, elle a une grande importance narrative, puisque tu as choisi des petites touches de jaune dans des pages plutôt bleues, dans les couleurs bleues. Là aussi, pour nous faire regarder certains éléments, comment tu as eu aussi cette idée Euh, au, dé- Au départ, je voulais une rupture graphique, donc c'est pour ça que j'ai voulu un monochrome de bleu. Le bleu, c'est la Blue Note à Harlem, et c'est aussi le bleu des Antilles, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette couleur-là. Et puis, je me rendais compte que il fallait que je ralentisse la lecture parce que le lecteur a tendance, quand il n'y a pas de dialogue, à aller trop vite à lire trop vite l'image. Et donc, je voulais ralentir la lecture et puis mettre comme ça l'emphase sur certains points de l'image pour qu'ils perdent pas pour que le lecteur ne perde pas l'information. Et donc j'ai eu cette idée de touche jaune. Et comme c'est comme le mot bleu est un petit peu violacé légèrement, j'ai utilisé le jaune qui est une complémentaire de couleur du bleu violacé pour vraiment créer un gros contraste comme ça et vraiment mettre en évidence certains éléments de l'image c'est ça, pour raconter au mieux l'histoire, mais aussi pour ralentir un petit peu la lecture du lecteur pour qu'il passe pas trop vite sur ces pages-là. Et toujours dans ces choix de mise en scène, au niveau des cadrages, tu as montré un tout petit peu le storyboard. Dans Harlem, on a des cadrages très serrés. On a souvent des personnages en coupe ou des gros plans, des choses comme ça. Alors que dans Giant, il y avait beaucoup de grandes cases, de profondeur. Comment là aussi tu l'as travaillé? Est-ce que c'était pour donner aussi de la densité, pour nous faire confronter à la foule? Oui, ben, dans Giant, c'était beaucoup de vertical parce qu'on était parmi les constructeurs de buildings. Donc là, il fallait des grandes cases et surtout verticales. Dans Wood Black, on était sur les trottoirs avec des cireurs de chaussures. Donc là, on a beaucoup plus d'horizontal. Et puis dans Harlem, là, par contre, je fais plus un mix des deux. Effectivement, je suis très près des personnages pour être encore plus avec eux, pour qu'on vive plus leurs émotions et leurs sentiments. Souvent, comme il y a du malaise et que le thème hein, sous-jacent, c'est comme la domination et son pendant la soumission, donc souvent, je débule mon cadrage et pour créer comme ça ce malaise par rapport au rapport de force entre les protagonistes. Mais il y a quand même, j'essaie quand même d'avoir un équilibre entre ces scènes rapprochées, des scènes d'introspection et aussi des scènes beaucoup plus grandioses avec là des grandes cases avec la vie du quartier où on découvre la rue principale de Harlem qui est la 125e rue avec le Apollo Theater, la salle de spectacle mythique du quartier. Aussi, on découvre l'immeuble de Stéphanie Sinclair qui domine la vallée de Harlem, et puis avec au loin les buildings du centre-ville de Manhattan. Donc ça, j'essaye d'avoir un équilibre de tout ça. De toute façon, je travaille, si je peux vous montrer, je travaille dès le début, quand j'écris mon script, avec un chemin de fer qui reprend l'ensemble des deux tomes. Ouais. Avec des post-it comme ça. Et chaque post-it, c'est une double page. Et donc en bleu, ce sont les scènes de flashback. En orange, ce sont les scènes à New York. Et sur chaque scène, je mets la dominante de la scène. Est-ce que c'est une scène de dialogue? Est-ce que c'est une scène d'action? Une scène contemplative? Etc. Et comme ça me permet d'avoir de mon histoire avec les deux tomes réunis, et ce qui me permet d'avoir un bon équilibre dans l'enchaînement des scènes, hein, qu'une scène de dialogue arrive après une scène muette, en plus, ça lui donne encore plus d'impact, avec une scène de violence ou
d'action arrive après une scène calme, là, ça lui donne encore plus d'impact. Donc tout ça, c'est très important d'avoir une vision globale de l'histoire pour bien équilibrer son récit. Et tu gères particulièrement les différences de plan entre ce qui va être montré visuellement et ce qui va être dialogué, parfois en arrière-plan, alors que on s'attend à ce que ça soit le premier plan, parce que c'est l'histoire qui avance, on va dire. Est-ce que ça, c'est au niveau du scénario ou du découpage où tu te dis, ben tiens, je vais montrer une scène de rue et derrière on aura le dialogue, ou tu le construis à ce moment-là ou c'est le dessin qui l'amène? Ça dépend des scènes. En fait, il y a certaines scènes qui sont dès l'écriture du script, elles sont déjà calées, et je sais que ça va être comme ça. Mais de plus en plus, je me laisse la liberté un peu comme un réalisateur, en fait, je sais que j'ai une scène, par exemple, qui doit se passer pendant 3 pages à l'intérieur, une scène de dialogue. Et là, autant tout au début pour Giant, c'était déjà très calé dans le scénario, je savais quasiment case par case ce qui allait se passer. Autant là, je sais, j'ai des bribes de dialogue, je sais ce qui va se passer du début à la fin de la séquence, de la scène. Et je suis plus comme un réalisateur qui est sur son plateau de tournage, avec mes comédiens, avec ma caméra. Et là, je me dis comment je vais filmer ça pour le rendre le plus, le mieux possible, pour raconter au mieux l'histoire, pour créer le plus d'émotions, pour impliquer le lecteur encore plus dans l'histoire, plutôt que d'utiliser une recette. C'est ce que je dis souvent. Les recettes, à force, ben, on les connaît. Hein, une scène de dialogue, chant contre chant, on s'éloigne, on se rapproche. Alors ça crée une scène qui est dynamique et qui est pas du tout, qui est pas monotone, mais si ça raconte pas grand-chose. Il faut se servir de la mise en scène pour pour raconter encore plus l'histoire. Donc, et se servir des éléments qui ont été mis en place petit à petit au fur et à mesure de la fabrication des pages, pour me servir de tout ce qui a déjà été mis en place, pour l'utiliser dans chaque scène, et ce qui crée une histoire comme ça beaucoup plus organique et beaucoup plus vivante, et sans qu'on voit qu'il y ait un scénariste ou un réalisateur derrière qui tire les ficelles. Il faut que l'histoire apparaissent vraisemblables et vivantes. Et est-ce que le fait d'écrire, bah, tu nous as montré ton chemin de fer, d'écrire les deux volumes avec une césure entre les deux tomes, est-ce que ça t'amène aussi un certain type d'écriture pour arriver à un climax ou un cliffhanger en fin de premier volume? Est-ce que ça aussi, ça joue dans ton écriture? Oui, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, j'avais dû modifier un peu mon scénario de Giant lorsque l'éditeur m'avait finalement demandé de le faire en 2 tomes. Parce qu'au départ, le fait que quand c'est une histoire complète de 110 pages, j'avais pas besoin de venir faire des cliffhangers comme ça en cours de route. Donc là, le fait d'avoir une césure entre les deux, effectivement, j'ai dû rajouter un petit peu d'intrigue pour relancer tout l'intérêt du lecteur. Et puis aussi, c'est la première fois que je travaille en diptyque, hein, donc le Ouais. Giant, j'ai appris un petit peu à maîtriser ce format-là. Et maintenant, j'écris vraiment, bah, en tout cas pour mon cycle new-yorkais, j'écris vraiment avec cette optique-là, que c'est une histoire complète, mais qui va être lue en 2 parties. Hmm. Et dans ces trois diptyques, on a aussi la question de l'identité qui revient toujours. On a les héros qui ont soit des pseudos, soit des identités un peu troubles. Est-ce que pour toi, c'est l'essence un peu de ces nouveaux Américains qui soient fictifs ou inspirés d'une vraie personne? Ben, le, L'autobiographie ne m'intéresse pas, mais tout ce que je raconte dans mes histoires, c'est très très personnel. Donc cette quête identitaire, moi en tant qu'immigrant, je l'ai dit tout à l'heure, je suis immigrant qui a vécu dans plusieurs pays. Donc cette quête identitaire, moi je suis passé par là. Je suis encore un peu d'ailleurs, mais et c'est pour ça que j'en parle toujours en filigrane, bien que dans Boot Black, c'était le thème principal, cette quête d'identité. Et par rapport au thème principal, tous les personnages sont une déclinaison de ce thème-là. Donc, effectivement, dans Good Black, aucun personnage n'utilise son vrai nom. C'est toujours des pseudonymes ou des noms d'emprunt ou des noms qu'il voudrait avoir. Mais tout autour de la quête identitaire, on était plus sur la résilience. Mais quoi qu'il en soit, on était quand même dans un souci identitaire parce que
tout immigrant se pose cette question-là lorsqu'il arrive et débarque dans un autre pays. Et parfois, il y a même des débats identitaires au sein d'un même pays, justement avec la communauté afro-américaine ou même aux Antilles, du fait de l'histoire. Et un autre thème qui revient très très fort aussi, c'est le rapport à l'argent, qu'il soit mal acquis ou mal offert, on pourrait dire, dans le premier cycle. Est-ce qu'il y a un thème là aussi que tu as envie de creuser particulièrement? Parce que là, dans Harlem, il est question de la loterie populaire que Queenie organise, donc là aussi, l'argent est un peu au cœur de l'intrigue. Oui, parce que ça fait partie du rêve américain, donc on ne peut pas dissocier l'argent du rêve américain et chaque personnage aussi essaye de vivre son rêve américain. Et donc, bah, ça passe par l'argent. Et je veux aussi montrer un peu la désillusion de ce rêve américain. Un petit peu aussi le côté sale des États-Unis. Pour, en travaillant sur New York et sur l'histoire des États-Unis, on se rend compte que finalement, des gens comme les parrains de la mafia, par exemple, ben, personnifient quelque part la réussite du rêve américain. Ce sont des immigrants venus, qui ont fui un pays en guerre, qui ont fui des persécutions, qui sont arrivés aux États-Unis sans le sou et qui se sont construits un univers d'influence, un univers financier dans ce nouveau pays qui se sont fait un nom. Et donc, il y a toujours un côté, un revers de la médaille, toujours un côté un petit peu sale à la réussite aux États-Unis, je trouve, et qu'il faut toujours à un moment donné, si on veut réussir dans ce pays, j'ai l'impression qu'il faut toujours se salir un peu les mains. Quoi qu'il en soit, ça doit passer par là. De façon plus ou moins importante, la mafia est un petit peu l'extrême, mais même d'autres personnes, on doit toujours essayer de faire sa place, donc on doit toujours un peu marcher sur les autres si on veut exister et si on veut parvenir à sortir de sa condition d'immigrant sans dessous. Oui, c'est ça, parce qu'il y a aussi en toile de fond donc l'ascension sociale, il y a un petit peu cette idée-là. Mais du coup, là, dans Harlem, t'es parti un petit peu à l'inverse des précédents, avec quelqu'un qui est un petit peu au top, même si elle a des soucis peut-être autres. Est-ce que là aussi, c'était une autre manière d'explorer le même thème? T'avais envie de changer un peu l'éclairage? Pas forcément, non. C'est vraiment la découverte de la loterie et de cet espoir qu'elle créait à Harlem, parce qu'on pouvait jouer vraiment, on pouvait jouer un cent et puis un penny, et puis on pouvait, donc on gagnait 600 fois sa mise. Donc avec ça, on pouvait manger à sa faim pendant un mois, payer le loyer, espérer envoyer ses enfants au collège, essayer de se lancer aussi, d'ouvrir son propre commerce et d'être son propre patron plutôt que de courir après des emplois subalternes dans le centre-ville de Manhattan. Donc, l'argent était inhérent en fait au sujet de la loterie clandestine avec le personnage de Stéphanie Sinclair, mais encore une fois, ça crée un tout par rapport à ce cycle, par rapport à toutes les histoires de mon cycle new-yorkais. Et à la fin de l'album, tu mets un extrait de poème en exergue de Langston Hughes qui dit on se tient là au bord de l'enfer à Harlem. Est-ce que là aussi ça a conditionné un peu ton idée de l'atmosphère, même si en lisant l'album on a quand même l'impression d'un Harlem joyeux malgré des moments un peu durs ou des endroits où il y a de la pauvreté. Non, mais je voulais justement montrer toute l'ambiguïté du quartier qui malgré 50% de taux de chômage, malgré le racisme, malgré la prohibition, malgré les rapports de force entre la police qui se rend coupable de toutes sortes d'exactions auprès des Harlémites, je voulais quand même montrer que malgré ça, malgré le contexte de la Grande Dépression, bah, les gens continuent de vivre, continuent de danser, continuent de chanter, continuent de sortir et continuent de rire entre eux. Et cette résilience bah, du peuple afro-américain, je voulais le montrer par toutes ces images un petit peu contemplatives dans mon album, comme ça, disséminées de ci, de là. On voit des enfants qui jouent dans la neige. Parce que je voulais pas non plus être misérabilisme, même si le contexte est très très difficile. Je voulais montrer que bah, c'est ça, les deux côtés de la médaille, c'est-à-dire que c'est dur, oui, mais on essaye de s'en sortir parce qu'on n'a pas le choix. Et du coup, est-ce que si c'est des planches que tu... Ah, j'ai entendu? Ah, tu m'entends maintenant?
et une petite coupure. Est-ce que c'est des planches Ouais, c'est bon. que tu fais en musique aussi? Tu travailles en musique? Parce il y a, on sent l'atmosphère musicale tout au long de cet album en particulier. Ah, ben oui, c'est marrant parce qu'effectivement, j'écoute beaucoup de musique afro-américaine depuis 2 ans là maintenant, et c'est vrai que tant mieux si ça ressort. D'ailleurs, Dargo va publier une playlist Spotify pour lire Harlem, donc vous pourrez un peu voir toutes les musiques que j'ai écoutées, qui sont très diversifiées, qui sont pas uniquement sur le Harlem des années 20 et 30. Ok. Euh, et on balaie comme ça plusieurs périodes assez importantes dans l'histoire afro-américaine avec Billie Holiday, aussi dans les James Brown et puis des chanteurs plus récents également. Donc vous découvrirez ça prochainement sur Spotify, sur la chaîne Édition d'Argo, et puis vous pourrez aller écouter la playlist Harlem. Et c'est une playlist que tu as conçue pour lire en même temps que l'album. Il y a une progression ou c'est plutôt une ambiance générale? Non, c'est une ambiance générale. Elle n'a pas été conçue pour tel chapitre, Mhm. telle musique, telle pièce musicale. Donc non, c'est plutôt une ambiance générale, effectivement. Et tu l'as dit tout début d'émission quand tu t'es présenté, t'es à Québec, toi tu habites donc en Amérique du Nord. Est-ce que l'album sort aussi demain ou alors il y a une différence? Non, il y a un décalage d'un mois en général, 4, 5, 6 semaines parfois. Donc l'album sortira là plutôt fin février, début mars. Et du coup, est-ce que tu as prévu des séances de dédicaces ou des choses comme ça, que ce soit en France ou au Canada? Je devais venir à Angoulême, je devais être en France présentement, aujourd'hui, là, pour Angoulême, mais donc Angoulême a été déplacé, et là, si Angoulême a bien lieu, normalement, je viens pour une tournée de promotion, effectivement, autour d'Angoulême au mois de mars, en France et en Belgique, et puis au Québec, je vais faire quelques dates pour le signer aussi dès qu'il sera sorti à Montréal et à Québec, certainement. Et du coup, pas pour cet album-là d'Harlem, mais pour les précédents, quand tu fais des dédicaces et des rencontres avec le public, quand on est au 1/2, est-ce que c'est intéressant les retours de lecteurs que tu peux avoir? Est-ce que ça t'inspire pour la suite? Ou tout est déjà très ferré, ça ne bouge pas quoi qu'il arrive? Non, mon histoire est, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, là, avec le grand chemin de fer, tout déjà se tient. Moi, la seule marge de manœuvre que j'ai parfois, c'est une scène que j'avais prévue en 3 cases, 3 pages. Je me rends compte que finalement, 2, c'était largement suffisant. Donc, ça me permet de libérer une page pour une scène où je vais pouvoir plus prendre le temps parce que c'est plus important dans la narration. Mais sinon, c'est très rare. Mais déjà, je me laisse pas influencer aussi par les retours des Ouais. lecteurs parce que c'est mon histoire. Moi, une fois qu'elle est publiée, elle leur appartient. Mais avant, c'est quand même moi qui suis aux manettes par rapport à plein de choses que je veux raconter et j'ai besoin de raconter par rapport à toute la mécanique du scénario. Et, euh, et après, mais c'est vrai qu'il y a des petites choses, par exemple, c'est dans Giant, j'avais complètement oublié je fais j'ai quelques séquences où on fait le parallèle entre City Lights, les lumières de la ville de Chaplin, et c'est un film qui parle d'une imposture, d'un mensonge bienveillant, où Chaplin se fait passer pour un Ouais. riche auprès de la jeune aveugle. Et j'avais complètement oublié ce film-là et la résonance que ça pouvait avoir avec Giant. Et j'avais déjà commencé les pages du tome 1 et j'étais dans l'avion, on était bloqué sur le tarmac, je devais partir en Europe pour une séance de dédicace. Et là, on est resté bloqué 2 heures sur le tarmac et il y avait des films de Chaplin à regarder dans l'avion. Et j'ai regardé City Lights. Et quand j'ai vu ça, je dis, ben oui, il faut absolument que j'utilise ce film-là pour faire un parallèle avec Giant. Et c'est d'où les scènes où Dan, le coéquipier de Giant veut absolument l'emmener voir un film de Chaplin Mhm. parce que c'est extraordinaire et que après avoir vu ce film, Giant essaye d'expliquer son mensonge à Dan en faisant un parallèle avec le film. Mais comme Dan, il est au-delà de tout ça, il comprend rien. Et bref, ça amène quelques scènes comme ça. Et ça, effectivement, c'était pas du tout prévu au départ. Donc c'est un peu les joies comme ça de- du cheminement d'un scénario. Mais que les lecteurs me fassent des remarques, ça c'est super, je les prends. Mais par contre, je les laisse pas m'influencer dans l'écriture de mes histoires. Mhm. Et justement, quand tu prépares un volume, d'ailleurs, tu mets combien de temps pour faire un volume sur deux tu mets combien de temps?
J'ai pas compris le tout début de la question. C'est un petit peu. Ah, ça a frisé. Si, Je si c'est sur disais, la durée de mes albums, ouais, combien de temps tu mets à peu près pour un album ouais. Entre 12 et 14 mois pour la réalisation graphique, vraiment pour le découpage, dessin, ancrage, couleur. Donc c'est entre 12 et 14 mois, même plutôt 14 de plus en plus maintenant. Parce qu'avec les yeux qui fatiguent beaucoup plus Ouais. qu'avant. Et sinon, ça, c'est sans compter toute l'écriture du scénario, toute la recherche au préalable. Et avant de commencer un diptyque, je me prends 2 mois où je fais que du casting, de la recherche de décors, des accessoires, etc. Donc, c'est vraiment un travail, oui, de longue haleine. Et du coup, oui, tu procèdes par séquence. Tu fais donc le scénario, les recherches, le dessin, la couleur, ou tu mixes un peu des fois. En fait, toute la recherche des personnages, le casting, des décors, tout ça, c'est fait avant, donc avant de commencer l'album. Et puis après, je travaille, moi, par séquence de 5 pages. C'est-à-dire que je prends mon script, je découpe 5 pages, j'encre, je crayonne, j'encre et je mets en couleur. Et ensuite, je passe aux 5 suivantes. Ce qui me permet que ce soit moins monotone. Avant, je faisais tout le découpage de l'album, pour Promise notamment, ou pour d'autres albums avant. C'est ça, je fais tout le découpage. Après, je faisais que le crayonné. Et après, pendant 3 4 mois, c'était que l'ancrage. Et puis après, que de la couleur. Mhm. Donc, et pendant des fois plusieurs mois, je dessinais pas. Parce que je faisais que de la couleur, par exemple. Donc là, je préfère avoir ce système de. J'avance tous les mois, 5 pages par 5 pages. Et ce qui me permet de. Enfin, 5 pages pour 5 semaines. Donc, c'est un gros mois. Ce qui me permet comme ça, moi, d'avancer. Mais je reviens souvent en arrière quand même pour faire des petites retouches, faire un élément du décor que j'avais oublié, j'ai pensé par après, donc je reviens en arrière pour faire des corrections. Mais j'ai plus de plaisir comme ça à travailler. Je me trouve plus efficace et c'est mieux de ma façon de travailler maintenant. C'est ce que je fais depuis Giant en fait, depuis donc 2016-2015 que j'ai commencé les pages. Et est-ce que tu peux nous parler aussi de ton travail sur les couvertures, parce qu'elles ont toujours aussi un côté très graphique. Tu les travailles en amont ou tu te laisses à la fin le plaisir de le faire une fois que tu as avancé? Comment tu travailles sur les couvertures? Euh, Souvent, c'est un dessin conceptuel que je fais dans mes recherches de décors et tout ça. C'est un truc qui vient très très tôt souvent. Et puis comme lorsque le tome 1 sort en quatrième de couverture, sur le plat arrière, il y a déjà la couverture du tome 2, donc je dois faire les deux en même temps. Et je dois dire que jusqu'à Giant, mes couvertures, c'était vraiment ma bête noire. Je n'avais jamais aucune idée pour les couvertures. Puis Mhm. je sais que avec Giant, j'ai vraiment trouvé une façon comme ça en clair-obscur, avec juste un jus de couleur monochrome, très graphique, hein, c'est ça, très en clair-obscur. Donc ça m'a permis d'avoir un petit cahier des charges, et puis je vais toujours là-dedans. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, pour, euh, pour la couverture du tome 1 de Harlem, je me suis réveillé un matin et en fait, j'ai eu l'idée, j'ai tout de suite dessiné. Alors, ce tout petit dessin, je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Ouais, on le voit. Alors, ce petit dessin là, et ben en fait, c'est de ce personnage. C'est vraiment ce qu'on retrouve ici. Donc, Queenie, Madame Queen, Stéphanie Sinclair, qui se retourne et qui regarde le lecteur du coin de l'œil. Et c'est vraiment parti de ce petit crowbar de rien du tout. Mais une fois que le crowbar était fait, bah, c'est venu très vite. Je l'ai proposé à Dargo et puis euh, ils ont accepté. Ils ont été surpris parce qu'en fait, on ne voyait pas la ville. Oui. Mais comme ça s'appelle Harlem, bah, on sait où ça se passe. Mhm. Et je voulais vraiment mettre l'emphase sur les personnages, là encore plus. Donc il fallait qu'on voit que les personnages étaient des Afro-Américains, donc il fallait que ce soit des gros plans. Et puis comme c'est la seule histoire où il y a un personnage, je parle d'un personnage vraiment qui a existé, bah, c'était encore une fois pour lui rendre hommage, pour vraiment la mettre au centre de l'histoire et vraiment lui donner toute sa place et toute sa grandeur à cette Stéphanie Sinclair.
Et comment tu travailles, tu parlais de Dargo justement, comment tu travailles avec tes éditeurs est-ce que c'est différent de quand tu es arrivé avec ton premier projet Giant? Est-ce que, ou alors ça continue, vous validez plusieurs étapes ensemble? Comment ça se passe la relation avec l'éditeur? Ça se passe super bien. Yves Schlierf et Valérie Baniste chez Dargo, les bureaux de Bruxelles c'est vraiment une équipe formidable. Enfin, eux et toute leur équipe font vraiment avec moi un travail formidable sur mes livres. Effectivement, au début, moi, j'étais pas très connu. Giant a eu un succès, un très bon succès, donc finalement, ça m'a donné plus de poids. Et puis, maintenant, ce qui est vraiment bien, c'est que je n'ai plus besoin quand même de faire des dossiers qui prennent du temps, où je dois faire les 5 premières pages, écrire le synopsis complet de l'histoire. Maintenant, pour les prochaines histoires, on en discute ensemble, je leur propose quelque chose, et puis on y va comme ça. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi, et puis ça me permet de me sauver du temps pour mon vrai travail et pas faire des dossiers comme ça à envoyer à des éditeurs à droite, à gauche et pour espérer avoir un contrat. Donc là, c'est très très confortable pour moi, mais ce qui est vraiment agréable chez Dargo, c'est que tout le monde à toutes les étapes fait donne son meilleur pour offrir au livre toutes ses chances en fait. Après que le livre fonctionne ou fonctionne pas, ben ça, le succès, on n'a pas de recette. Donc, mais ce qui est vraiment très agréable, c'est ça, c'est que tout le monde lui donne sa chance au livre, du point de départ qui est l'auteur, moi, jusqu'à mettre le livre en main des libraires. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très agréable. C'est quelque chose que j'ai connu que chez ces éditeurs-là. Je suis désolé pour les autres, mais j'ai pas travaillé pour beaucoup, beaucoup d'éditeurs non plus. Mais voilà, pour l'instant, ça se passe très, très bien. Et avant de ma prochaine question, je voulais rappeler que ça fait 50 minutes que nous sommes ensemble. Donc, si vous avez des questions, vous qui suivez le live, n'hésitez pas à les poser avant la fin. Ça sera vers les dernières questions. Et du coup, je voulais te poser la question par rapport justement à tes albums précédents. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure quand on parlait de style graphique. Tu as eu une première carrière, on pourrait dire comme ça, dans la BD jeunesse. Est-ce que là aussi, la BD jeunesse, c'est quelque chose que tu as envie de retravailler un peu plus tard, de repasser à des albums à la suite de ce cycle new-yorkais ou peut-être plus tard? Ouais. Pour l'instant, je ne sais pas, effectivement, j'ai fait une quinzaine d'albums jeunesse. Euh, Je sais que mon éditeur en Guadeloupe, avec lequel j'ai fait une série de contes antillais qui s'appelle Félix. Félix, c'est la Casse-Hurlante, Félix, c'est le Roi Crabe, Félix et le Flamboyant Bleu. Donc, je sais que mon éditeur chez PLB Édition me demande une quatrième histoire, mais pour Mhm. l'instant, je suis vraiment pris à 200% avec mes histoires new-yorkaises et puis avec une prochaine histoire qui va venir après. Donc, malheureusement, j'ai pas trop de temps pour l'instant à consacrer à la BD jeunesse. Même si j'essaie toujours d'avoir un ou deux coups d'avance sur mes projets, je me laisse aussi beaucoup porter par ce qui se passe et ce qui arrive. Donc, pour l'instant, je ne sais pas du tout si je y reviendrai un jour. Je ferme jamais la porte, hein, mais Mhm. pour l'instant, je peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas. Et là, tu disais que tu étais donc sur une prochaine idée. Est-ce que pendant que tu travailles, donc là, tu es sur la réalisation du tome 2 de Harlem, mais tu penses déjà à d'autres projets, tu écris en même temps que tu réalises ce tome 2? Oui, comme je vous expliquais sur la genèse de Harlem, que je terminais les pages de Giant, j'avais bouclé le scénario de Good Black et je commençais à penser à Harlem. Tout ça, c'était en 2018. Et donc là, je suis en train de finir le tome 2. Enfin, je suis sur le tome 2 de Harlem. J'ai bouclé un scénario et je vais commencer à faire des recherches pour ma prochaine histoire, effectivement, qui sera, à moins de preuve du contraire, mais qui sera un roman graphique. Donc là, une histoire complète en un seul tome qui se passera aussi en Amérique du Nord, mais pas vraiment à la même époque, un petit peu plus tôt. Et pour l'instant, j'en dis pas trop, j'en dis pas plus. Oui. Et est-ce que aussi, je t'ai pas demandé quand tu parlais de comment tu travaillais, est-ce que tu peux nous décrire un peu une journée type de comment tu travailles c'est quoi une journée type sur Harlem pour toi? C'est au travail à 8 heures, et puis j'arrête à 5 heures. Je fais des journées continues, c'est-à-dire que je m'arrête pas. Je dîne pas à midi. Ouais, enfin, je déjeune pas. Enfin, par rapport à la France, parce que nous on dîne à midi, hein, mais bref, je mange pas à midi, donc je fais une journée continue parce que de toute façon,
À 11 heures, c'est là que je commence vraiment à être chaud, en fait. Donc, je fais une journée continue, et donc c'est entre 8 et 9 heures de travail par jour, à partir de 8 heures du matin, 5 jours semaine. J'arrive maintenant à couper les fins de semaine, hein, samedi, dimanche, je ne fais rien. Euh, et c'est pas mal ça. Il y a juste les jours d'ancrage où là, je m'arrête à 3 heures parce que depuis 8 heures du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi en non-stop ancré, je commence vraiment à avoir des problèmes au niveau des yeux. Donc, je vois plus rien et je suis plus capable de rien. Donc, en fait, là, je m'arrête, puis j'en profite pour répondre à des courriels, faire un petit peu des choses que je ne fais pas en temps normal ou commencer à faire de la recherche de documentation pour autre chose. Mais ça ressemble pas mal à ça. Donc, c'est beaucoup d'ouvrages, mais ça, tous mes collègues, et mes confrères et mes consoeurs vous le diront. Oui. Et pareil, là, tu enchaînes les deux tomes, mais est-ce qu'après après les deux tomes, tu fais une petite pause ou tu enchaînes directement le prochain projet? Comment tu travailles Non, non, c'est prévu d'enchaîner directement. Donc, comme je disais tantôt, juste me prends 2 mois où là, je vais faire mes castings de personnages, vraiment chercher mes décors, euh, mes vêtements, mes accessoires, etc. Comme c'est de la pré-production un petit peu pour faire le parallèle avec le cinéma. Pour qu'une fois que je partirai à réaliser les pages, eh bien, je j'ai pas besoin d'aller chercher mes, mes, comment si j'ai besoin d'une voiture, si j'ai besoin d'une maison, mais j'ai pas besoin d'aller chercher ça avant que les lieux principaux du tournage, on va dire, soient déjà établis. Donc, je vais enchaîner ça. Ça sera en début. Je vais attaquer en début 2023 la prochaine histoire. Et du coup, est-ce qu'il y a aussi, quand tu travailles, des morceaux qui te plaisaient mais que tu écartes pour les besoins de la narration ou du scénario, que tu gardes et que tu réutilises, que ce soit des dialogues ou des séquences? Est-ce qu'il y a ça aussi dans tes carnets où chaque album est très précis sur ce que tu vas raconter? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu as en stock ou pas forcément? Ah oui, il y a des scènes coupées. Que, mais pour éviter de perdre trop de temps, malheureusement, j'essaie d'y penser en amont. Mais dans mon script, il y a des scènes complètes que des fois j'enlève et je réorganise mon script en cours de route parce que bah, l'histoire m'a emmené, m'a fait sortir un petit peu du sentier principal que je pensais au début. Donc, euh, donc effectivement, parfois comme ça se réorganise. Mais de là à faire deux, trois, quatre pas et les supprimer, là, ce serait un mois de perdu. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qu'on ne peut pas se permettre en bande dessinée, tellement c'est vraiment quelque chose qui est très chronophage. Donc, quand je dessine, j'essaye à part sur certains bricoles où je reviens de correction, comme je disais tout à l'heure, mais je ne peux pas me permettre de refaire des pages en Hmm. entier. Et c'est vrai que euh, avec Dargo, moi je leur envoie, ils connaissent le script bien sûr, et on discute du script ensemble, on fait les retouches nécessaires, mais après, à chaque étape, je renvoie le crayonné, il valide, je renvoie l'ancrage, il valide, la couleur, il valide, mais plutôt que de leur envoyer les pages toutes faites, et là, s'ils me disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, ça serait vraiment une perte de temps de tout retravailler. Donc à chaque étape, effectivement, mes éditeurs valident pour que bah, y ait moins de perte de temps possible. Et je vais passer à une dernière question, question pratique. L'album sort demain donc en France et le tome 2 ça sera plutôt 2023 ou 2024? Non, 2023, puisque là je suis en train de le faire, il reste 35 pages à faire, donc bah, ça sera fini à la fin de l'année là, donc après, on va discuter en cours d'année avec Dargo pour savoir quand est-ce qu'on va le sortir. Est-ce qu'on le sortira au printemps? Est-ce qu'on le sortira à la rentrée 2020, 2023? Ça reste encore à déterminer. D'accord, ben merci beaucoup Michael. On va se quitter sur cette question. Un grand merci pour toutes tes réponses. Bienvenue. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont suivi le live, qui nous ont envoyé des petits mots et des likes et tout ça. Je vous vois aussi dans les commentaires. Merci à tous. Si vous avez loupé le début, il y a un replay disponible sur Bubble, donc vous pouvez voir la vidéo depuis le début. Il y a aussi toutes les autres vidéos qui sont hébergées, donc les 39 autres d'avant. Si vous aimez ces interviews, jeudi prochain, on a rendez-vous avec Anne-Laure, Olivier Bocquet et Elvire de Coq pour parler de leur série Lady with Gun. Je vous dis à tous une bonne soirée et à bientôt. Bye bye. Bye bye.